Bienvenue dans l'émission Roule avec Driver, un dimanche de plus et pas un dimanche de trop. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, c'est spécial Ice Cube. Ice Cube, une légende. Ice Cube, un mec qui est là depuis les années 80, en fait. On s'en rend même pas compte, mais il est toujours là, normal. Quand on le regarde, on se dit pas, ah ouais, l'ancien, oh le vieux, tout ça. On voit un mec qui est juste là, en place, et qui est toujours frais, toujours bien. Pour ça, j'ai toujours Hugo qui m'accompagne. Comment ça va? Depuis les années 80, pareil. Je suis là. Voilà. Toujours frais, toujours bien. Donc voilà, on va s'attaquer à ce gros morceau, cette légende, ce monsieur qui est Ice Cube. Maintenant, j'aimerais qu'on parte un peu du début, les origines. Ice Cube, c'est un mec de Los Angeles, South Central pour être plus précis. Le rap, il commence très tôt. Il fait partie d'un groupe qui s'appelle CIA, la CIA. Et moi, j'ai entendu vite fait des bribes comme ça sur Internet et encore récemment. À l'époque où ça sort, je crois que, enfin, ça sort à l'époque où il fait ses morceaux avec son groupe, des concerts, parce que c'est plus ça. On est en 1986. Bon, j'écoute pas encore de rap moi, donc voilà. Je découvre Run DMC, je crois. Voilà, en 86. Mais bon. En tout cas, il est dans un groupe qui n'a rien à voir avec ce que va faire NWA après. Rien à voir avec ce qu'il va faire en solo. En fait, d'après les dires, il s'inspirait beaucoup de Beastie Boys. Ce rap rock. Voilà, c'était vraiment très très inspiré de Beastie Boys. Et finalement, ces histoires de rock vont revenir dans sa carrière tout doucement. Je vous expliquerai comment et pourquoi. Et ça lui servira beaucoup. Mais bref, CIA, c'est assez anecdotique. En tout cas, c'est dans ce groupe-là qu'il se fait remarquer par Dr. Dre, qui lui est DJ et qui mixe souvent en soirée. Donc, CIA se retrouve à faire des showcases dans les soirées de Dr. Dre. Enfin, c'est des soirées où il mixe, c'est pas lui qui les organise, mais voilà. Et du coup, ils se rencontrent, Ice Cube et Dre, ils deviennent amis et tout ça, ils se revoient. Et quand ils rencontrent Eazy-E, qui est prêt à investir sur un groupe en tant que producteur, Eazy-E, il veut même pas rapper, hein. Il a de l'argent à blanchir, et les dealers et tout. Et il se dit, ouais, la musique, ça peut être un bon business pour blanchir mon argent. Dr. Dre dit à Eazy-E, voilà, il y a un groupe à faire. Il y a Ice Cube, le mec de CIA, il écrit super bien. Il rappe super bien. Il y a MC Ren d'à côté, machin, tout ça. Voilà. On peut monter un groupe. Moi, je suis DJ. Je fais des beats. Il y a DJ Yella aussi, qui est DJ, qui fait des beats aussi. On peut monter le groupe avec tout ça, et voilà. Donc, lui dit, ouais, pourquoi pas, et tout ça. Mais après, comme on le voit, pour ceux qui ont vu le film Straight Outta Compton, à la base, Ice Cube écrit le morceau Boys in the Hood. Mais dans le but de le faire rapper par un groupe qui vient de New York. Et Eazy doit financer. Donc Eazy paye le studio et tout. Les New-Yorkais viennent, ils ont du mal à rapper le morceau, ils disent que c'est de la merde, ils comprennent pas le lifestyle qui est expliqué dedans, parce que en vérité, c'est le lifestyle d'un mec de Los Angeles, et eux, c'est des New-Yorkais qui viennent d'habiter à LA, donc ils connaissent pas la culture d'LA. Et ils s'en moquent d'ailleurs. Donc ils décident en pleine séance d'arrêter, ils disent que c'est de la merde, c'est pas pour eux. Bon. Eazy leur fera savoir qu'ils ne sont pas les bienvenus, donc ils peuvent dégager de toute façon. Et au final, c'est les autres, Dre et les autres, Ice Cube, tout ça, ils engrainent Eazy à rapper ce fameux morceau en disant de toute façon, le lifestyle qui est raconté dedans d'un gangster de Los Angeles, c'est toi en vrai. Il y a que toi qui peux le rapper. Si toi tu le rappes, tu seras vrai. Eazy dit mais je sais pas rapper, j'ai jamais rappé de ma vie, je m'en fous. Ouais, c'est pour vous et tout. Finalement, ils l'ont chauffé. Bon, ça a été une galère. Ils ont enregistré le morceau, juste les prises de voix, ça a pris 24 heures. C'est incroyable, phrase par phrase, comme on le voit dans le film. Mais déjà, Ice Cube, voilà. Le premier morceau d'Eazy qui sera estampillé aussi NWA, c'est Ice Cube qui l'écrit en entier, et Ice Cube, il rappe pas dessus. Ça aussi, ça va être très important pour la suite. Ils se rendent compte que Ice Cube a vraiment un réel talent d'écriture, donc quand ils commencent à faire NWA, quand ils ont le deal pour faire les premiers albums d'NWA, en tout cas Straight Outta Compton, parce qu'il y avait un album un peu compilation avec plusieurs personnes dessus, qui s'appelait The Posse juste avant, mais le vrai album d'NWA, c'est Straight Outta Compton. Ice Cube se retrouve à écrire 80% de l'album, et il y a MC Ren qui écrit aussi le reste.
Il me semble que D aussi participe quand il est pas trop bourré. Mais voilà, en tout cas, Ice Cube a écrit la majeure partie de cet album. L'album Straight Outta Compton, c'est un classique, tout le monde le sait aujourd'hui. Ils en vendent des tonnes, mais surtout, ce qu'il faut resituer, c'est que aucune radio ne les joue à l'époque. C'est jugé trop violent, c'est pas possible. Ce qu'ils disent, c'est misogyne, c'est trop gangster. Ça parle de tuer des gens, ça parle de gifler des putes, ça parle de, voilà, c'est gangster. Tu incites à la mort, tu incites à la violence. Voilà, les radios refusent de jouer, mais ça marche quand même. Parce que, bien sûr, il y a toujours une partie de la population qui aime la controverse. Donc ils disent quoi, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ouais, ça m'intéresse. Et il y a le fameux morceau Fuck the Police. Alors ça a été la meilleure publicité pour tout l'album. Avec le FBI qui était pas content, qui envoie des lettres de menaces, qui vient stopper des shows. Ça les a rendus encore plus célèbres. Sans radio, ils ont tout tué. Donc, dans la rue, c'est des superstars. Mais, dans le compte en banque, pas du tout. Ceux qui prennent tout l'argent, c'est Eazy et Jerry Heller. Et Jerry Heller, qui repose en paix, il est comme Eazy, ils ne sont plus là. Mais Jerry Heller escroquait Eazy aussi. Parce que Eazy, en vérité, c'est un dealer, c'est un mec de quartier, mais c'est pas un mec de contrat, de papier, il n'est pas de l'industrie de la musique à ce moment-là. Et Jerry Heller, lui, c'est son métier en fait. On vient le chercher. Eazy vient le chercher pour ça. Donc bien sûr, il l'endormait sur des trucs. Bon, Eazy s'en rendra compte plus tard dans sa carrière. Il s'en rendra compte d'ailleurs grâce à Dr. Dre et Ice Cube qui l'ont dit fais attention, alors qu'ils étaient en guerre. Mais bon, Ice Cube décide de quitter le groupe parce que c'est le premier à se rendre compte qu'ils se font arnaquer par Ruthless Records, qui est Eazy avec Jerry Heller, même si Jerry Heller dit non, je ne suis que le manager. En fait, il était associé. Eazy ne s'en rendait peut-être pas compte. Mais voilà. Mais Ice Cube, c'est le premier à se rendre compte que ça va pas. Que financièrement, il gagne pas d'argent. On lui a offert un chèque, c'était de la merde par rapport aux ventes. Il a dit non, quand on lui demandera plus tard qu'est-ce qu'il a fait avec l'argent d'NW, il dit j'ai acheté une nouvelle paire de baskets. J'habitais encore chez ma mère, quoi. Alors que l'album, il vendait des millions. Il sortait d'une grosse tournée et tout. Il dit non, je vivais chez ma mère. Ça veut dire, bon, il se barre, il décide de faire son premier album solo. Ça, on va en parler juste après. Mais en tout cas, quand il quitte NWA, ça fait quand même un raz-de-marée parce que Ice Cube est très important. On l'entend beaucoup. Et ça ramène pas des embrouilles tout de suite. NWA ne parle pas tout de suite. Ils disent rien. Ils font ce qu'ils ont à faire. Il laisse MC Ren écrire beaucoup plus, du coup, comme Ice Cube n'est plus là. Mais Ice Cube, lui, en tout cas, il décide de faire son album solo et avec des histoires, des embrouilles, avec la maison de 10, Priority, dont je vous parlerai juste après. Maintenant, on va rentrer dans sa carrière solo. Alors, comme je disais, il quitte NWA parce que il trouve que Ruthless Records, donc Eazy et Jerry Heller, qui sont les producteurs de NWA, ne lui donnent pas l'argent qu'il mérite, voire pas du tout. Ils font des tournées, ils rentrent fatigués, ils gagnent très peu d'argent. L'argent est vite dépensé en plus, ils sont jeunes. Donc ils décident de se barrer. Et surtout, Ice Cube, c'est le préféré d'NWA sur l'album Straight Outta Compton. Donc ce qui se passe, c'est que quand lui décide de se barrer, il va voir Priority, le label qui distribue les disques de Ruthless, les disques d'NWA. Et il dit au patron qu'il veut se barrer du groupe. C'est bon, il en a marre, il s'est fait arnaquer. Il dit tout le monde le reconnaît dans la rue et il n'a pas l'argent qu'il mérite. Le patron dit bon, NWA c'est quand même une affaire qui roule, t'es sûr que tu veux te barrer? Il dit oui, je veux me barrer. Après il dit bon, vraiment si tu te barres, en tout cas, moi je veux que tu fasses tes albums solo ici. Parce que c'est le préféré, ils se rendent vite compte que c'est lui en fait qui fait tout, c'est lui qui écrit, il rappe mieux que les autres et tout ça. Donc ils disent tes solos, tu les fais ici. Donc du coup Ice Cube lui il est content, il se dit j'ai même pas à chercher un deal en fait. Tout est là. Sauf que on lui propose financièrement, en gros, on le fait comprendre que on va pas lui donner d'avance. Si l'album marche, je te donne une avance sur le prochain album et voilà. Mais Ice Cube a tellement faim, tellement envie de rapper, il se dit c'est pas grave. Et il est tellement sûr de son talent surtout. Il se dit ok, me donne pas d'avance, tu me donneras au prochain album, il y va. Il va à New York,
il va bosser avec l'autre groupe numéro 1 de la East Coast. Sur la West Coast, c'est NWA. Sur la East Coast, c'est Public Enemy. Il va chercher le son de Public Enemy, qui est le son du Bomb Squad. Il va travailler avec eux. Sur cet album-là, on retrouvera Chuck D de Public Enemy, on retrouvera Flavor Flav de Public Enemy. Donc voilà, il est vraiment à New York en train de rapper et tout. Les New Yorkais, Bomb Squad, Public Enemy, tombent amoureux de son rap. Il est incroyable et tout. Donc vraiment, ça se passe bien. En plus, Ice Cube, il rentre vraiment tout doucement dans un côté un peu révolutionnaire, ce que Public Enemy adore. Donc Chuck D et Ice Cube, quand ils rappent ensemble, ça marche super bien et ça se passe très bien et tout. Il revient donc à LA, ils sortent l'album. L'album s'appelle America's Most Wanted, America avec 3K pour le Ku Klux Klan. Et c'est un carton tout de suite. Et là, je peux vous dire que dans les NWA, les gens se posent des questions. Surtout MC Ren, Dr. Dre, Yella, Paizy, mais en tout cas les autres, ils se disent il s'est barré et ça a marché. Et il va prendre son argent à lui directement. Ça commence à donner des idées aux autres. Mais bon. Ice Cube, la même année, et c'est là qu'on voit à quel point il avait faim, il sort un EP qui s'appelle Kill at Will, la même année. Et ça, c'était pas fréquent à l'époque. Aujourd'hui, on est en 2018, les gens ils sortent de 3-4 projets la même année, tout ça, c'est normal aujourd'hui. Mais à l'époque, tu sortais un album, le prochain sortait dans 3 ans, 4 ans, tu faisais une tournée de fou, après tu disais, attends, j'ai pas d'inspiration, faut que je vive des choses, t'attendais, tout, voilà. Lui, la même année, il sort un EP et tout, et le EP, c'était quelque chose. Donc vraiment, est-ce que là, tout le monde se dit, non, lui, il est trop chaud, c'est bon. Dans l'album America's Most Wanted, on a le son de l'Est sur certains morceaux, parce que c'est le Bomb Squad de Public Enemy qui l'a fait, mais on a vraiment les textes d'NWA, parce que c'est lui qui faisait, on a encore cette misogynie, on a encore ce truc d'aller tuer des gens, et puis il a ce côté révolutionnaire, le titre de l'album, comme je dis, c'est America's Most Wanted, il dit qu'il est le mec le plus recherché par cette Amérique raciste, parce qu'il y a les 3K du Ku Klux Klan, donc il a ce côté révolutionnaire, comme je viens de le dire, que Public Enemy adore, et donc il est assez consistant, il est dans plein de délires en même temps, il est gangster et révolutionnaire, comme dirait Dead Prez, ce groupe de Brooklyn. Et du coup, c'est un leader d'opinion en fait, pour la communauté noire. Les gens le suivent énormément. Plus tard, Tupac dira ouais, moi j'ai grandi qu'avec ma mère, j'avais pas de père. Moi, mes parents, c'était les disques de rap que j'écoutais. Il dit mes parents c'était Public Enemy, mon père c'était Ice Cube et tout, voilà, parce qu'ils avaient ce discours là et Tupac il les écoutait, il disait voilà. Donc c'était vraiment un leader d'opinion. Aujourd'hui tout le monde voit Tupac comme ça, mais il faut savoir qu'avant Tupac il y avait des gens qui avaient ce rôle là et Ice Cube l'avait. Donc voilà, il sort ses 2 projets la même année, les 2 projets cartonnent, donc c'est vraiment une pointure. Et sur la West Coast, les gens qui cartonnent, c'est Ice-T, NWA, c'est vraiment ceux qui marchent, qui cartonnent, qui vendent des disques, qui ont des disques d'or, des disques de platine. Après, il y a plein d'autres groupes qui font leur truc aussi, mais ceux qui marchent, c'est ces 2-là. Et Ice Cube en solo vient se greffer sur le podium, hein, et là, clairement. Donc, tout va bien. America's Most Wanted, c'est réussi. À savoir que on lui avait promis une avance pour son prochain album si America's Most Wanted marchait, et America's Most Wanted a marché. Alors, comme je le disais juste avant, son premier album, America's Most Wanted, marche. Le EP qui sort la même année marche. Alors là, il va à la maison de disques et il demande une avance. L'avance qu'on lui avait promis pour le prochain album. Et là, le patron de Priority lui dit « Attends, il y a un petit souci, finalement je pourrais pas. » Il dit « Ok, donne-moi alors l'argent, mes royalties de America's Most Wanted qui ont marché et qui la twil. C'est pas tout de suite, ça va arriver dans quelques mois. » Il dit « Mais moi je vis comment là aujourd'hui là, vraiment ?» Et faut savoir, il vivait peut-être encore chez sa mère, hein, à ce moment-là. Donc il dit « Mais je vis comment ?» Et le patron, il tourne un peu en bourrique et tout. Et comme on le voit dans le film d'NWA, parce que dans le film sur l'NWA, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui sont maquillées, arrangées, il y a des choses qui sont fausses. La scène là que je vais vous expliquer, elle est réelle. Ça, de toute façon, c'était partout dans la presse à l'époque. À l'époque, c'était la presse, c'était pas Internet. Et voilà. Donc, quand je dis la presse hip-hop, hein, c'était pas dans le Parisien, tout ça. Donc voilà.
Ice Cube trouve que le patron de Priority le tourne trop en bourrique. Donc il revient avec des mecs de son équipe, qui est le Lynch Mob. Parce que quand il sort son premier album, quand il quitte la NWA, il a avec son nouveau crew, il a son label qui s'appelle Lynch Mob. Il vient avec des mecs du Lynch Mob, qui ne sont pas des gens très gentils, hein, ça se voit sur leur visage. Ils viennent avec des battes de baseball et ils cassent le bureau du patron. Tout. Les disques d'or, les meubles, tout. Et après, il le menace lui. Et lui, le patron, il est en larmes, il a peur. Il dit non. Il dit, Ice Cube lui dira, moi, de toute façon, tout ce qui est dans ton bureau, là, tu te l'es payé avec mon argent. Donc c'est à moi, en fait. Si j'ai envie de le casser, je le casse. Et maintenant, si tu veux pas que je te casse toi, tu vas me donner mon argent. Alors, dans un monde normal, le patron aurait porté plainte et tout ça, sauf qu'il savait très bien qu'il était en tort. Il n'avait pas donné l'argent qu'il devait à Ice Cube en termes de royalties par rapport à son premier album et son EP. Et surtout, il n'avait pas tenu sa promesse parce que cette histoire d'avance, malheureusement pour Ice Cube, c'était pas sur papier. Lui, il est jeune, il rentre dans cette industrie, c'est pas quelqu'un lui donne sa parole, il croit qu'il est dans son quartier, et la parole c'est important. Donc l'autre il avait rien écrit, mais du coup quand il a vu Ice Cube violent avec ses amis, il s'est dit même s'il n'y a pas de contrat, je devrais peut-être lui donner cette avance pour pas avoir de problème. Donc il lui donne l'avance et il fera l'album Death Certificate, un autre classique. Et cet album, il est beaucoup plus politique. Il faut savoir qu'entre-temps, il s'est passé des choses. Ice Cube a fait du cinéma. Malgré lui, il est dans Boys in the Hood, qui devient rapidement un classique du cinéma. Et faut savoir que lui, quand on l'appelle, John Singleton, le réalisateur, dit « Toi, je sens que tu peux jouer. Viens faire le casting. » Il dit « Ouais, je viens. » Il est jamais venu. Deuxième rendez-vous, il est pas venu. Troisième, John Singleton va le chercher pour être sûr qu'il soit là. Sauf que troisième rendez-vous, Ice Cube, il est là, mais il a pas appris le texte. Donc, au bout d'un moment, il dit bon, c'est pas grave. Il discute avec lui, il le met dans des situations, il se rend compte qu'il peut jouer. Il dit c'est bon, je te prends. Il avait tellement envie de le prendre. Et il joue le rôle de doughboy, un mec du quartier, un vrai mec de quartier, un gangster et tout, qui a son frère qui a un talent pour jouer au football américain. Et son frère qui a ce talent, c'est un peu le préféré de la famille, le chouchou de la maman. Et lui, c'est un peu le mouton noir, tout ça. Mais bref, allez voir le film si vous l'avez pas vu. Donc Ice Cube a fait du cinéma. Ice Cube rentre dans ce qu'on appelle la Nation of Islam, qui, vous avez déjà vu ces hommes noirs, souvent crâne rasé, avec des costards et des nœuds papillons, avec un air très sérieux. Voilà, il rentre dans ce mouvement. Et du coup, c'est un mouvement qui est vraiment pour la condition des hommes noirs en plus. Donc lui, ça radicalise un peu son propos. Donc son album est beaucoup plus politique, et il y a cette pochette qui est incroyable où il met l'Amérique à la morgue. Il avait commencé par America's Most Wanted avec les 3K pour dire que je suis l'homme le plus recherché de l'Amérique raciste. Et là, Death Certificate, le certificat de mort, on voit un corps à la morgue, on voit son pied, le pied du mort qui dépasse avec une petite étiquette, et on voit Oncle Sam, donc qui représente l'Amérique, donc il vient de tuer l'Amérique. Et il montre le certificat de mort, et là donc tout l'album est assez politique, il est vraiment critique beaucoup l'Amérique dans laquelle il vit. Mais surtout, entre-temps, il y a eu des embrouilles avec NWA qui ont décidé sur le morceau Real Niggas, qui est sorti d'abord sur un EP qui s'appelle 100 Miles Running, et le morceau s'est retrouvé aussi sur l'album Niggas for Life. Et quand ils sortent le EP, ils sortent ce morceau Real Niggas, et dedans ils disent qu'Ice Cube est un traître parce qu'il les a quittés. Et lui, il le prend mal en se disant, lui, dans America's Most Wanted, quand il quitte le groupe, à aucun moment il attaque NWA, surtout qu'il s'entend toujours bien avec Dr. Dre, s'entend toujours bien avec DJ Yella, il a pas de problème avec MC Ren. Lui, son problème, c'est vraiment Jerry Heller et Eazy-E, parce que Eazy est avec Jerry Heller et qu'il règle pas les problèmes, voilà. Mais le reste du groupe, lui, c'est ses amis toujours, donc il a rien dit. Et un jour, il écoute un morceau d'NWA qui sort, et dedans, on dit que c'est un traître. Donc il dit, ah ok, vous voulez la jouer comme ça, ok. Et il fait un morceau qui s'appelle No Vaseline, qui est un des plus beaux morceaux Clash que j'ai jamais entendu. Tellement il prend les mecs point par point et il leur trouve des trucs à dire à chaque fois, et ça marche. Le morceau tue, il y aura pas vraiment de réponse, comme on le voit dans le film.
DJ Yella, il est mort de rire quand ils sont dans le bureau, ils écoutent le morceau. Normalement, t'es censé être énervé parce que le mec t'a attaqué. Et DJ Yella, il est mort de rire. Il dit, mais il nous a tués. Et Eazy-E, Jerry Heller, lui qui est complètement fou parce qu'il trouve qu'Ice Cube a des propos antisémites dedans. Eazy-E, son instinct de rue, il dit ouais, faut répondre. MC Ren, il dit faut répondre parce que c'est un mec de rue aussi et c'est en plus un rappeur, c'est un mec qui écrit. Et Dre il dit rien et il dit Yella, il dit mais on a perdu. On gagnera jamais, il nous a tués. Et il dit ça comme ça et vous savez que je suis toujours plein d'anecdotes. J'ai eu l'occasion de rencontrer DJ Yella à sa venue à Paris avec le fils d'Eazy. Et on a partagé une scène ensemble, on a fait un concert ensemble. Donc vous imaginez bien que j'ai DJ Yella d'NWA devant moi, normal, dans les loges, en promo radio. Je vais lui casser les couilles et lui poser plein de questions sur l'époque. Donc moi je lui parlais de cette époque-là, j'ai dit No Vaseline, tout ça. Il dit mais et c'était avant le film, hein, le film n'était pas sorti. Donc il m'avait clairement dit, mais moi quand j'ai entendu ça, j'ai ri parce que c'était marrant ce qu'il disait. Il dit il nous a vraiment tués. Et quand les autres disaient faut répondre, mais je l'ai regardé, mais vous êtes pas sérieux. C'est lui qui écrivait tous les textes du groupe. Comment vous allez le battre? Donc il disait clairement mais non, mais c'est mort. Donc j'étais plié de rire comme il le disait aussi simplement. Et donc du coup quand j'ai vu le film quelques mois plus tard, c'était vraiment ce qu'il me racontait et je me disais ah ouais ok voilà lui j'étais le premier à avoir ri. Il dit ah, venez on laisse tomber, on s'en fout, il nous a tués. Mais par contre dans la rue c'était pas aussi simple pour Ice Cube que sur morceau, que sur disque. Lui il avait son nouveau crew, donc le Lynch Mob, qui était vraiment des gangsters et tout, des gangsters qui rappaient, pas des rappeurs qui faisaient les gangsters. On voit la nuance. Et en face, il y avait Ruthless Records, Eazy, et il venait fraîchement de signer un groupe qui s'appelle Above the Law, classique pour les fans de West Coast, et un rappeur qui s'appelle Cocaine, et rappeur-chanteur en même temps. Et la particularité de ces deux groupes, si on peut dire groupe, parce que Cocaine c'est un rappeur solo, c'est qu'ils venaient d'un coin du comté de Los Angeles qui s'appelle Pomona. Et un jour, lors d'une interview, on a demandé à Ice Cube si il craignait l'avènement de Above the Law ou Cocaine qui viennent de signer chez Ruthless et qui viennent de Pomona. Et lui, il a répondu, mais dans cette partie-là de Los Angeles, personne rappe bien. Ça n'existe pas, ça. Et c'est vrai qu'il n'y avait aucune star qui venait de Pomona à cette époque-là. Mais du coup, eux l'ont très mal pris, Above the Law. Tout ça, ils se sont dit, si on le croise, il va voir. Et dans le film, il nous montre une espèce de bagarre où on voit Ice Cube qui descend un escalator avec ses potes du Lynch Mob et on voit des mecs qui lui disent alors comment ça se passe comment ça se passe Ice Cube, ici c'est Ruthless, et lui il dit fuck Ruthless, c'est Lynch Mob, et il y a une bagarre générale. En fait ce qu'ils ne disent pas dans le film c'est que ces mecs là c'est Above the Law en fait, qui sont de Pomona et qui disent lui il parle mal de chez nous, ok voilà. Et d'après les dires de Jerry Heller qui a sorti un livre de son vivant que j'ai lu, il dit que Above the Law, à chaque fois qu'il croisait Ice Cube passait un mauvais quart d'heure. Alors après voilà, c'est Jerry Heller, c'est l'ennemi d'Ice Cube. On sait pas s'il passait à chaque fois un mauvais quart d'heure parce qu'Ice Cube n'était pas tout seul non plus et les mecs du Lynch Mob tout ça, c'était pas des enfants de cœur non plus. Moi je pense que ça partait surtout en bagarre générale, mais voilà, tout ça c'est pour dire que dans la rue, c'était pas aussi simple que en studio, ok, Ice Cube l'a gagné, qu'on fasse un NWA, y a pas de problème ça. Ils ont même pas répondu derrière, ils ont laissé courir et NWA a fait un super album qui est Niggas for Life, qui est classique de chez classique, sans avoir à répondre à Ice Cube et y a pas de souci, ça a cartonné. Tout le monde justement se disait comme Ice Cube n'écrit plus, qu'est-ce qu'ils vont faire NWA? Ben ils ont fait pour moi, Niggas for Life, c'est mieux que Straight Outta Compton. Ça veut dire ils ont réussi à faire un meilleur album sans Ice Cube, mais on s'en fout. Ice Cube de son côté cartonné avec ses super albums. Mais voilà, c'est pour dire qu'il y avait vraiment des tensions. Ce No Vaseline a ravivé des flammes et tout ça. Mais bon, lui, il est au top de son truc. Death Certificate, carton, platine, comme America's Most Wanted. Donc, un sans faute pour Ice Cube. Tout se passe très bien. Donc, là, il va partir en tournée sur un festival, enfin une tournée en fait qui s'appelle Lollapalooza, un truc comme ça. C'est un gros festival en fait où il y a beaucoup de groupes de métal, beaucoup de groupes de rock
La Palouza, voilà. Moi, je dis la Loupoulouza, je sais plus. Voilà, exactement. Il y a beaucoup de groupes de rock dedans. Et ce que je vous disais en début d'émission, c'est que Ice Cube, il a commencé par faire du rap un peu à la Beastie Boys et tout ça. Donc, ces trucs de rock, ça va revenir. Et lui, il aime vraiment ça. Donc, c'est pas juste... Il venait faire son rap dans un festival de métal, tout ça. Mais il était content. Quand on lui a proposé d'être dedans, il a pas dit « Ah non, je fais pas ce genre de musique. » Donc, ça sert à rien que j'y aille. Il a été... Et je vous expliquerai les répercussions juste après. Comme le disait Hugo quand il me corrigeait avec ce festival qui s'appelle La Loupouza. La Palouza. Oh, j'arrive pas. La Palouza. Voilà, ce festival assez métalleux, assez rock, hard rock. Ice Cube participe donc à cette tournée. Et en fait, ça lui ouvre un nouveau public. Le public, entre guillemets, blanc. Qu'il n'avait pas avant. Et là, il l'a. Et ceux qui écoutent du métal, ils aiment voir des gens avec de l'énergie, des gens énervés. Et Ice Cube, en termes de sourcils froncés, personne ne le bat. Et il a la musique totalement énervée. Même s'il a la musique qui parle à une communauté noire, les mecs qui viennent dans les concerts de métal, ils veulent sauter, ils veulent faire de pogo, ils s'en foutent en fait de ce que tu dis tant que t'as l'énergie. Donc du coup, Ice Cube, il a été totalement accepté. Ce qui est marrant, c'est qu'il y avait Ice-T aussi en parallèle. Très pote d'Ice Cube aussi, les deux viennent de South Central, grand fan de rock aussi, et qui fera plus tard donc son groupe Body Count qui jusqu'à maintenant tourne, ils sont en tournée européenne en ce moment, et voilà, ils avaient ce lien avec le métal, thrash metal exactement pour être précis. Et après Ice Cube, lui, il a pas fait le groupe, il a fait des collaborations, on le verra plus tard, il collaborera avec un groupe qui s'appelle Korn, mais le fait qu'il fasse cette tournée, ça le rend big dans le sens où c'est déjà un acteur. Depuis Boys in the Hood, il a été appelé à jouer dans d'autres choses. En plus de ça, il fait ce festival, donc il touche un autre public. Et là, il va sortir son nouvel album qui s'appelle The Predator. Le buzz qu'il y a, l'attente qu'il y a autour de ce disque, il a jamais eu ça avant. Grâce à ce festival de rock. Et je pense que ça a été l'une de ses meilleures idées. Je sais pas si c'est lui ou son management qui a eu l'idée, mais honnêtement, ça change tout. Et moi, je me rappelle à l'époque, on est en France, il n'y a pas Internet, MTV, c'est pour des privilégiés, que j'étais. Il n'y a pas BET, tout ça, machin. J'avais mon petit programme télé que je lisais chaque semaine, le Télé 7 jours, pour le citer. Et je vois... Alors, je me rappelle plus du nom de cet acteur, mais je vois une photo. Il y avait une série qui s'appelait 21 Jump Street à l'époque, et qui marchait super bien. Et il y avait un espèce de mec qui avait joué un peu dedans et qui avait une série où lui, il était solo, il n'était pas avec le reste du crew. Je me rappelle plus du nom. Booker. Oh super, je suis content de me souvenir juste au bon moment parce que ça m'aurait arraché le cœur de pas vous donner le nom. Il y avait une série qui s'appelait Booker, un truc série policière, des blancs. C'était là un peu le cousin de la série 21 Jump Street où il y avait quelques noirs quand même. Mais voilà. Mais ce mec-là, donc c'est une star à ce moment-là. On est dans le début des années 90 parce que la série est un carton aux États-Unis. Et ce mec-là, il est en photo dans Télé 7 jours, dans une page où ça parle de potins, tout ça. Et je le vois avec une casquette Ice Cube, un t-shirt Ice Cube, tout ça, Predator, tout ça. Et là, je suis en train de me dire, mais lui, il écoute ça, lui. Parce que nous, on connaît pas ce festival de métal quand on est en France à ce moment-là. On sait pas qu'il commence à parler à un public plus blanc et plus large. Nous, on voit juste Ice Cube le révolutionnaire, le mec de la Nation of Islam, tout ça. Donc moi, je suis étonné. Je dis, mais lui, il écoute ça. C'est là, je me dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, en fait? En fait, il est en train de se passer que les Blancs adorent Ice Cube à ce moment-là. Et quand Predator sort, il fait la meilleure première semaine de l'histoire du rap américain à ce moment-là. Après, les records ont été battus et tout. Mais il fait une grosse première semaine, c'est la folie. Et là, vraiment, les gens se disent mais qu'est-ce qui se passe sur Ice Cube? Vraiment, c'est incroyable. Et premier single, c'est là qu'on voit toute l'influence de cette histoire de rock. Il sort un morceau qui s'appelle Wicked, un morceau rempli d'énergie avec un mec qui fait du reggae dancehall à la base qui s'appelle Don Jaguar, qui fait le refrain mais avec un dancehall énervé. Le son derrière, ils reprennent une sirène de Ohio Players qui est énormément utilisée sur la West Coast, mais le morceau il a une énergie de dingue. Dans le clip, il est complètement fou, Ice Cube.
il est avec un marteau et il casse tout sur son passage, il casse des maisons et il est avec qui? Ils sont en train de tout casser. Avec lui, les Red Hot Chili Peppers. Qui sont des Californiens, qui sont de Los Angeles aussi, mais qui sont big dans la scène rock, tu vois. Et là, c'est toutes ces images qui se mélangent, en fait. Là, il a pris tout le public blanc. Et c'était fou. Et c'est ce qui fait qu'il a fait des chiffres de dingue. Et le morceau, allez voir le clip. Moi, c'est simple. Quand je me suis... J'ai un top 10 comme ça de morceaux que j'écoutais, j'avais envie de me battre. Ce morceau, il en fait partie. Voilà. Et ensuite, il sortira le single qu'on écoutera aussi. It Was a Good Day, qui est un morceau plus laid back, plus simple, où il raconte une journée à Los Angeles, dans le ghetto. On voit le clip, il va un peu partout. Et il y a la phrase mythique qui dit, à la fin du morceau, il dit « Aujourd'hui, j'ai pas eu à utiliser mon AK-47, mon Kalachnikov. On peut dire que c'était une bonne journée. » Donc, c'est beau, il raconte des trucs, il sert des meufs, il va jouer au basket. Une journée pépère d'Ice Cube. Et ce qui est dingue, si je me trompe pas, c'est que quand il rentre chez lui dans le clip, il y a les flics qui viennent le faire chier quand même. Et c'est la fin du clip. Si je me trompe pas de clip. Voilà. Mais en tout cas, il y a des hits, il y a des gros morceaux. L'album connaît un succès énorme. Pour la première fois, il fait une grosse première semaine. À l'époque, c'était pas... par exemple, Dr. Dre, Chronic, qui a vendu même peut-être plus que l'album de Predator. Il fait pas une grosse première semaine, il vend sur la durée. Snoop a fait une grosse première semaine, lui, par contre. Il y avait une attente de fou. Mais voilà, en tout cas, Ice Cube, il réussit là vraiment à scorer. Ses 2 premiers albums ont cartonné, mais celui-là, il cartonne encore plus. Il touche un autre public, là. Ice Cube, ça devient vraiment la superstar des superstars. En plus, il fait du cinéma. Vraiment, voilà. En plus, superstar tout en restant énervé. Son cils froncé. Donc, ça, c'était très important à l'époque. La crédibilité, tout ça, et il l'avait. Parlant des Red Hot Chili Peppers, j'étais en train de raconter une anecdote à Hugo hors antenne et je disais que moi, c'est Ice Cube qui me fait découvrir la musique de Red Hot Chili Peppers. À partir du moment où je vois les Red Hot Chili Peppers dans le clip, je sais qui ils sont. Je sais qu'ils sont big, mais je m'en fous en fait de leur musique, moi, avant qu'Ice Cube les mette dans le clip. Quand je vois qu'ils les mettent dans le clip, je dis bon, je vais m'intéresser un peu à leur musique et je découvre Give It Away, Give It Away, Give It Away Now. Je découvre Californication, tout. Et j'adore en fait, je kiffe. Et surtout, j'adore leur logo. Je le trouve vraiment bien. Et un jour, j'étais à Los Angeles, comme vous savez que j'aime commencer les phrases comme ça, et je rentre dans un magasin et je vois un t-shirt de Red Hot Chili Peppers, que je trouve magnifique, et je veux l'acheter. Et il n'y avait pas ma taille. Je suis triste, je suis énervé. Quand je rentre en France, je me dis non, mais il me faut vraiment ce t-shirt. Donc je le cherche sur Internet, et là, je le trouve sur un site, et je l'achète. Et il se trouve que c'était un site frauduleux et que ma carte a été bloquée, j'ai été pillé, on m'a pris de l'argent dedans, ma carte a été piratée tout simplement. Je voyais de l'argent, je voyais mes relevés de compte, Miami, parking, des courses à Miami, des trucs, j'avais jamais mis les pieds à Miami. Je me suis dit, oh putain, ils m'ont eu. Bien sûr, j'ai jamais eu ce t-shirt, jusqu'à maintenant je l'ai pas eu, donc si quelqu'un veut me l'offrir, mon anniversaire c'est au mois de juillet. Voilà, c'est fait, c'est dit. Donc, pour en revenir à Ice Cube, c'est, comme je le disais juste avant, c'est une star. Il est au top de son game avec Predator, mais il a un son, il commence à traîner avec Cypress Hill, comme je disais juste avant, et il a un peu le son de DJ Muggs. Par exemple, la Check Yourself qu'on a écouté juste avant, c'est le remix, mais la version de l'album, c'est vraiment DJ Muggs de Cypress Hill qui l'a faite. Donc on reconnaît vraiment la patte Cypress Hill dessus. Et là, ce son-là. Mais comme Cypress Hill, ça cartonne, c'est bien, c'est intelligent d'avoir ce son-là. Mais en parallèle, il y a Dr. Dre, Snoop et Death Row qui cartonnent, mais qui cassent tout, qui cassent la baraque avec le G-Funk. Il y a Warren G, du coup, qui est aussi avec le G-Funk, cartonne. Il y a Domino, un mec de Long Beach, qui cartonne aussi avec le G-Funk et tout ça. Donc Ice Cube va se dire, bon, je suis quand même de Los Angeles, je vais faire mon prochain album beaucoup plus G-Funk. Et il va travailler avec QD3, qui n'est autre que l'un des fils de Quincy Jones, le légendaire Quincy Jones de Michael Jackson. Ben, il a un fils qui fait aussi de la musique et il se trouve que le mec est très fort. Donc voilà, il a travaillé entre autres avec Tupac, c'est lui qui fait To Live and Die in LA de Tupac, c'est lui qui le fait. Il a travaillé avec Loonies et avec Ice Cube sur cet album-là qui s'appelle
comment s'appelle cet album? Little Injection. Oh, j'ai failli avoir un trou. Voilà, cet album, moi, je le trouve magnifique. On est en pleine saison West Coast G-Funk. Et là, il donne vraiment aux fans de G-Funk ce qu'ils veulent entendre. Il y a du George Clinton, il y a Bob Gunn avec George Clinton. Il y a le fameux You Know How We Do It, qui est un pur morceau de Ryder. Si t'as jamais roulé en voiture avec cette chanson, t'as raté ta vie. Non, c'est juste, j'exagère, mais c'est juste un morceau fait pour être en voiture, chill. Si t'as un décapotable et que t'es en été, c'est mieux. Il a fait le clip comme ça de toute façon. À cette époque-là, Ice Cube a un afro bien fourni. Je me souviens que j'avais fait la même coupe quand j'étais au lycée au même moment. Eh oui, monsieur. Ice Cube m'avait influencé. J'avais coupe afro, peigne dans les cheveux comme lui. Et j'étais là et je marchais comme ça au lycée. Les gens me disaient, mais il est fou. Non, je me prenais pour Ice Cube à ce moment-là. Donc, cet album n'a pas le même succès que Predator, parce que Predator c'était la folie, mais l'album est platine comme d'habitude. Ice Cube, c'est vraiment, il est très constant, hein. Tout ce qu'il fait, ça marche. Et voilà. En tout cas, cet album, je ne sais pas pourquoi, mais quand il fait des concerts aujourd'hui, il ne joue plus aucun morceau de cet album-là, comme s'il assumait plus, ou je sais pas. En plus, dedans, il parle de Rodney King. Il y a eu l'épisode Rodney King à Los Angeles, cette vidéo qui montrait des policiers tabasser un homme noir dans les ghettos de Los Angeles. Et les policiers ont été acquittés, c'est surtout ça. Et ça a donné lieu à des émeutes interminables où ils ont dû envoyer l'armée dans les ghettos de Los Angeles pour calmer parce que la police ne pouvait plus. Donc voilà, il parle de ça. On est juste après Rodney King et tout. Et je sais pas pourquoi il ne joue plus un morceau de cet album alors que moi, s'il me faisait au moins You Know How We Do It sur scène, je serais tellement heureux. Quel morceau. Mais bon, c'est pas grave. On est dans Roule avec Driver, donc on va l'écouter le morceau. Donc, vous inquiétez pas. Maintenant, on est obligé de parler de Ice Cube dans le cinéma, sachant que ce monsieur n'a pas fait que Boys in the Hood. Quand je pense que John Singleton a dû aller le chercher, la bousculer pour entrer dans le cinéma, au final, il a fait énormément de choses dans le cinéma. Et aujourd'hui, c'est ce qui lui rapporte le plus d'argent, c'est ce qu'il fait le plus. C'est complètement fou. Alors, un peu comme ça en vrac, je vais vous citer des films les plus importants parce qu'il y en a énormément. Alors il y en a certains qui sont en tant qu'acteurs, d'autres qui sont en tant que réalisateurs et d'autres qui sont en tant que producteurs parce qu'il a sa boîte de production de films qui s'appelle Cube Vision et qui produit des films. Alors Boys in the Hood, comme je disais, il y a un film qui s'appelle Trespass. En français, ça s'appelle Les Pilleurs, où il était avec Ice-T. Il y avait les deux Ice-T et Ice Cube étaient les deux acteurs principaux de ce film. Il y a Higher Learning, qui était par John Singleton. Alors en français, c'était Fièvre à Columbus University. Ça parlait des différentes communautés qui pouvaient être sur un campus à l'université et le racisme, ça veut dire il y avait des gens qui étaient dans une mouvance néo-nazie, d'autres dans une mouvance Black Power, et ça a provoqué des conflits. Et c'est John Singleton, celui qui a fait Boys in the Hood, qui a fait ce film, et il a rappelé Ice Cube, comme quoi il était très content de lui. Il y a bien sûr les séries Friday, il y en a 3 pour l'instant. Il se murmure depuis plusieurs années qu'il y aurait la 4e. On attend ça avec impatience. Voilà. Bon, avec Smokey, damn, qui est joué par Chris Tucker. Il y a Mike Epps qui rentre dans le deuxième, qui est Next Friday, qui était très bien aussi. Il y a plus Chris Tucker, mais Mike Epps est très bien. D'ailleurs, ils deviendront très proches et on verra Mike Epps dans plusieurs clips d'Ice Cube. Friday, faut savoir que c'est des films petit budget qui rapportent des millions. Et c'est là qu'Ice Cube a commencé à se faire vraiment une grosse marge, des gros bénéfices, parce que c'est le genre de film qui coûte pas cher. Au final, il y a pas d'artifice. C'est tourné dans le ghetto, des petites maisons, tout ça. Et au final, c'est un carton total. Donc Cube Vision a cartonné. Il y a Players Club, qui est un film que j'ai adoré parce qu'il traite des strip clubs à Chicago. Et comment dire, j'ai vu ce film en étant aux États-Unis. J'étais dans le sud, j'étais pas à LA, j'étais à Jackson, Mississippi. Et c'était la première fois que j'allais au cinéma voir un film en anglais sans sous-titres. Parce qu'on est dans leur propre pays, il n'y a pas de sous-titres. Et j'avais peur d'être perdu, en fait. Je me disais, c'était en 98, je crois. Si je me trompe, 1998. Je maîtrise beaucoup moins l'anglais qu'aujourd'hui. Je me disais, je vais être perdu, mais en fait,
j'ai été guidé par toutes ces déesses qu'il y avait dans ce film sur les strip clubs. Et merci beaucoup, Ice Cube. Tu m'as régalé avec ce film. Il y a Anaconda, ça c'était sorti en 97, qui est un film sur ces serpents géants qui bouffent des humains. Et pour la petite histoire, il y avait une actrice dans ce film qui était Jennifer Lopez. Et oui, Ice Cube a tourné avec Jennifer Lopez. Bon, il se faisait bouffer par des serpents, mais voilà. Il y a Thicker Than Water, qui est un film produit par Mack 10, qui est un artiste produit par Ice Cube à ce moment-là. On en reparlera après. Il y a quoi d'autre? Il y a Triple X2, sachant que le premier c'était Vin Diesel qui jouait. Et sur le 2, Vin Diesel a dû s'embrouiller avec la production et tout. Ice Cube a joué le rôle. Alors on doit se dire, mais attends, Vin Diesel c'est un gros musclé, comment Ice Cube est parti faire de la musculation. Alors il était pas musclé comme Vin Diesel, mais il avait des bras, tout ça, machin. Et ce qui était marrant dans le film, c'est qu'il y avait des petites références. Le nom de code de l'agent secret, NWA, des trucs, il y a des petits trucs comme ça, pour ceux qui connaissent un peu la carrière d'Ice Cube et tout, c'était marrant, c'était mignon. Ça c'était en 2005. Alors en 2007, il a produit, il a joué dedans une comédie, sachant qu'Ice Cube est connu pour ses sourcils froncés et tout ça, une comédie pour les enfants qui s'appelle Are We Done Yet? En français, c'est On arrête quand? Où Ice Cube, il est vraiment un père de famille, mais qui se fait tourner en bourrique par les enfants. Friday, c'était une comédie, mais ça restait ghetto et tout. À la fin, il se bat contre Debo, tout ça, machin, ça restait ghetto. Mais là, on parle vraiment d'un truc où il se fait tourner en bourrique par des enfants et tout. C'est la première fois qu'on voit Ice Cube comme ça. Et il a été légèrement décrié, vraiment légèrement. Mais surtout, ça a cartonné à un point aux États-Unis. Ça leur a apporté beaucoup d'argent. Donc, vraiment, Ice Cube, il est vraiment dans le cinéma. Il y a The Junkie Promoters où il jouait avec Young Jeezy dedans. Il y a Lottery Ticket où il joue avec Bow Wow. Bow Wow trouve un ticket, il gagne au loto et tout le monde veut lui faire la peau pour récupérer l'argent. Après, il y a ce qui est marrant, il y a 21 Jump Street. Je vous en parlais tout à l'heure par rapport à cette série Booker où le mec de Booker était habillé avec des casquettes Ice Cube avant la sortie de Predator et tout. Et ben finalement, il se retrouve à jouer pour l'adaptation de la série 21 Jump Street au cinéma. Il joue le rôle de Adam Fuller, qui est le commissaire. Bon, j'ai pas vu le film, mais il paraît que c'est une catastrophe. Mais bizarrement, ils ont fait la suite. Il y avait 21 Jump Street, ils ont fait 22 Jump Street, donc il y en a eu deux. Ça veut dire que peut-être que le premier a marché, mais en tout cas, c'était nul. Mais bon, il était là en tant qu'acteur. Et on parle beaucoup de Friday, mais il y a une autre série une série de films qu'il a lancée qui est Barbershop. C'est juste magnifique. Et c'est une super bonne idée de faire un film sur les salons de coiffure noirs, sachant tout ce qui s'y passe et tout ce qui s'y dit. Et des États-Unis jusqu'en France, c'est du grand n'importe quoi. Et je sais pas comment en France, en France on est encore à des années-lumière des États-Unis en ce qui concerne le cinéma noir. Donc en vérité, j'ai la réponse à la question que j'allais me poser. J'allais dire, je sais pas comment en France ils ont pas eu l'idée de faire un film sur les salons de coiffure, mais en fait c'est juste pour ça. Mais aux États-Unis, Ice Cube l'a fait et c'est normal parce que les mecs disent tellement de choses bien, tellement de conneries en même temps. Il y a des mecs qui viennent vendre des choses, il y a des histoires d'amour, il y a des bagarres, il y a tout. C'est la vie. Les salons de coiffure, c'est la vie. Et donc il en a fait 2 ou 3, je sais plus. 3. Ouais, il y a le 3e où il y a Common qui joue dedans. Et justement, j'en ai pas parlé avant, mais Common et Ice Cube ont eu un beef. En gros, que je dise pas de bêtises, Common avait fait une chanson en hommage au hip-hop où il disait que il avait personnifié, il avait dit que le hip-hop c'était comme une femme. Il dit I used to love her. Il disait qu'il l'aimait et que il y a des petites dérives et que ça avait changé. Zoxy nous avouera que son morceau rap musique que j'aime était inspiré de ce morceau-là aussi, où il a personnifié le rap en une femme et tout, et en parlant des dérives du rap où ça changeait un peu. Et Ice Cube lors d'une interview, lui avait dit en gros, vas-y, on s'en bat les couilles du hip-hop, ces trucs d'arrogance qu'il y a beaucoup sur la West Coast et tout. Et du coup, Common a répondu avec le morceau de Bitch in You, où il parlait de toutes les contradictions d'Ice Cube, sachant qu'Ice Cube, il était rentré dans la Nation of Islam à l'époque de Death Certificate, mais plus tard, il faisait de la publicité pour de la bière.
contre de l'argent, pour parler de la marque, c'était St. Ides, qui est une bière qui fait dans les ghettos noirs, surtout à Los Angeles. Toutes les bouteilles en verre que vous voyez qui mettent sous plastique dans les films type Boys in the Hood ou Menace to Society, c'est ça en fait. Et en fait, il lui disait faut savoir, il était étrange et tout. Et le morceau de Common était vraiment très chaud. Et il avait vraiment secoué Ice Cube. Ice Cube a répondu via les albums de West Side Connection dont on parlera après, aussi sur un album de Mac 10 sur le morceau West Side Slaughterhouse qui était un très gros morceau aussi. Où il y a la super phrase où il dit You used to love her, donc comme pour reprendre le titre de Common, où il dit j'avais l'habitude de l'aimer. Il dit moi j'avais l'habitude de la baiser en parlant du hip-hop tout ça. Mais honnêtement, et je suis un grand fan d'Ice Cube, si on prend les morceaux ligne par ligne, Common a gagné. Common, grand lyriciste, Ice Cube, grand lyriciste, mais Common, il a vraiment joué sur les contradictions d'Ice Cube, et les contradictions étaient vraies. Tu peux pas, c'est pas des trucs inventés ou machin, c'était vrai. Donc honnêtement, Common a gagné, mais Ice Cube est tellement big que ça touche pas la carrière d'Ice Cube, continue à vendre des disques, et beaucoup plus que Common. Mais pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que Barbershop 3, entre-temps ils ont fait la paix, Common est devenu acteur, Ice Cube lui dit viens jouer dans Barbershop 3, ils font un morceau pour la bande originale ensemble, ils vont le faire à la télé, tout ça, et c'est beau. C'est beau. C'est pas juste des mecs qui se serrent la main, ils ont vraiment travaillé ensemble à un haut niveau. Ils en ont fait du cinéma. Donc voilà, c'était pour parler de ça. Maintenant, j'aurais pu faire un topic sur les Clash. Ils s'embrouillaient avec Cypress Hill alors qu'ils étaient super potes. Allez, je la raconte. Je sais que vous aimez bien. Cypress Hill, en fait, ils avaient un morceau, je crois tiré du 3e album, où le refrain, il disait « Throw your set in the air ». Et faut savoir que le set, ce qu'ils appellent le set à Los Angeles, c'est ton gang. Quand on dit what set you claim, c'est quel gang tu clames. Et tu dois dire creep si t'es creep, blood si t'es blood, essay si t'as un essay, c'est-à-dire les latinos, les chicanos, que ce soit la M pour les Mexicains, la MS-13 pour les salvadoriens. Bref, tu dois donner le nom quand on te demande c'est quoi ton set, tu dois donner le nom de ton gang. Donc, quand Cypress Hill, ils ont ce morceau, ils disent throw your set in the air, ça veut dire fais le signe de ton gang avec tes doigts et montre-le. En gros, sois fier. Ils ont fait un remix où ils ont invité MC8 et Eric Sermon, je sais plus. Le morceau a vraiment marché. Et Ice Cube fait Friday. C'est bien parce qu'on est dans le topic cinéma, donc finalement, je suis pas si éloigné que ça. Ice Cube fait Friday, donc le premier Friday. Et il fait la bande originale qui va avec. Il est très bien avec Cypress Hill et il dit à Cypress Hill envoyez-moi un morceau pour la bande originale. Eux ils disent ok. Et ils font ce morceau qui s'appelle alors je vais le dire en français dans l'ordre. Je suis pas un fumeur donc j'ai peur de pas le faire dans l'ordre. Brûle-le, roule-le, fume-le. Donc c'est light it up, roll it up, smoke it up. Voilà, c'est ça. Donc normalement je l'ai dit dans l'ordre, c'est comme ça qu'on fait normalement. Donc ils envoient ce morceau, Cypress Hill à fond dans la fumette et tout machin. Ice Cube, il fait un morceau solo sur cette bande originale. Le morceau s'appelle Friday, il me semble. Et le refrain, il dit throw your set in the air. Et là eux ils disent mais attends, on a fait comme ils sont proches d'Ice Cube, on a fait écouter ce morceau à Ice Cube. Tout ce qu'on voit, c'est quelques semaines plus tard, il fait un morceau avec le même refrain. Il nous a volé. Et l'embrouille part de là, il commence à insulter Ice Cube. Ice Cube répond. Le souci, c'est que Ice Cube, il produit son cousin qui s'appelle Cam, qui est un très bon rappeur de Watts. Et Cam, il est censé produire aussi un autre mec qui s'appelle Solo, qui est un gangster aussi de Los Angeles. Et ces mecs-là, il en parle d'ailleurs dans You Know How We Do It. Il dit Cam and Solo, they got nuts. Ça veut dire c'est des mecs qui ont des couilles. C'est des gangsters, des mecs durs. Et ces mecs-là, Ice Cube, il aurait peut-être pas bien géré les contrats avec son cousin Cam. Donc Cam me dit il me doit de l'argent et tout ça. Donc Cam et Solo se sont retournés contre Ice Cube. Solo a cassé la gueule à Ice Cube. Ils se sont vus dans la rue et il a cassé la gueule à Ice Cube et il lui a arraché sa chaîne
West Side Connection, le W. Il faut savoir qu'aux États-Unis, quand t'arraches ta chaîne, c'est le truc ultime, c'est l'humiliation et tout ça. Et pour bien l'énerver, Solo et Cam, ils ont pris cette chaîne et ils l'ont amenée à Cypress Hill. Cadeau. Et du coup, Cypress Hill, ils exhibaient la chaîne de Ice Cube en disant « Ah, on t'a eu. » Et du coup, lui, il a répondu avec le premier album de West Side Connection, dont on parlera tout à l'heure, juste après. Le morceau s'appelle The King of the Hill, en parlant de la montagne de Cypress Hill. Et là, ils font vraiment du mal à Cypress Hill sur le morceau. Et moi, pour la petite anecdote, Cypress Hill, à l'époque du beef, ils ont une tournée européenne et ils viennent jouer au Zénith à Paris. Rempli, ils ont un public de fou. Cypress Hill, ça rigole pas sur scène, ça tue. En plus, ils ont ce côté rocker, skater, qui fait qu'il n'y a pas que le public hip-hop qui est là. Et c'est rempli. Et à un moment, dans le show, ils disent « Hey, il y a un mec en ce moment avec qui on en embrouille, c'est un voleur, tout ça, nanana, j'aimerais que tout le monde lève le doigt en l'air et que tout le monde crie fuck you Ice Cube. » Les gens ils ont dit non. C'est un moment incroyable. Le Zénith il dit non. Ah, il y avait peut-être 50 personnes qui l'ont levé, mais au Zénith c'est ridicule 50 personnes. Les gens disent non, nous on l'aime bien. Non. Et ce moment-là, je pense qu'Ice Cube l'aurait payé pour le voir. Et c'était marrant et tout. Et finalement, ils ont fait la paix, voilà. Et ils se sont arrangés et tout va bien. Et le mec qui en a profité, c'est Shaquille O'Neal, le basketteur, qui est rappeur aussi, et qui dit justement, vu que vous avez fait la paix, je fais un morceau, si tous les deux vous pouviez monter dessus, tout ça, ils sont venus sur le morceau, comme tout le monde aime le basket. Shaquille O'Neal, il a joué chez les Lakers, donc il représente Los Angeles, tout le monde a accepté, voilà. Donc il existait ce morceau-là. Et ensuite, ils ont collaboré ensemble plus tard, notamment sur un album de Warren G, où Warren G a invité les deux sur le même morceau. Et voilà. Mais voilà, c'est Ice Cube, il y a eu des bifs pendant toute sa carrière, il y a eu des embrouilles, tout ça, c'est normal. Mais en tout cas, voilà, ça c'était pour parler de sa partie cinéma. Je vous ai cité plusieurs films qui sont assez importants. Maintenant, on est obligé de parler, on en a un peu parlé juste avant, on est obligé de parler de West Side Connection, qui est un super groupe monté par Ice Cube avec Mack 10 et WC, qui sont deux artistes qui le produisaient déjà. Et ils ont décidé de faire ce super groupe en réaction à l'espèce de suprématie et de boycott des autres de New York et la East Coast, en fait. En gros, ils reprochaient à New York de toujours manquer de respect aux musiques qui n'étaient pas de New York, comme la West Coast ou comme le Sud. Ils disaient par exemple que il y avait The Source Magazine qui donnait des micros. En fait, le truc suprême quand ton album était parfait, c'était 5 micros et on descendait, moins c'était bon. Et ils disaient que quand les mecs de la West Coast faisaient de grands albums, ils leur donnaient jamais 5 micros. Et c'est après, quand ça devenait des classiques, ils rechroniquaient l'album en disant finalement c'est 5 micros. Mais quand c'est sorti, ils mettaient jamais 5 micros et tout ça. Donc, du coup, ils disaient il y avait vraiment un mauvais traitement. Et puis surtout, quand les mecs de la West Coast parlaient de gang, ils disaient oui, c'est pas des lyricistes, ils parlent que de tuer des gens, ils savent pas écrire et tout ça, alors que s'ils décrivaient juste une réalité et tout ça. Donc lui, eux, West Side Connection, ils se sont dit on va lutter contre ça et avec arrogance. Donc en gros, ils sortent un album qui s'appelle Bow Down. Bow Down, ça veut dire prosterne-toi. Et en vrai, c'était un message à la East Coast. Vous allez vous prosterner parce que la West Coast est là. Et en gros, ce qui était aussi malin, c'est que il s'appelait pas West Coast Connection, il s'appelait West Side Connection. Et ce qu'il disait, c'est que d'où que tu viennes, si tu viens du côté ouest ou pas, si t'es mis de côté, c'est comme si on te mettait du côté ouest par rapport au rap game. Lève-toi et fais-les se prosterner. Et c'est ça qu'ils disent. Le premier single portait ce nom-là et il dit, le morceau commence par le monde est à moi. Et voilà, toute l'arrogance qu'on connaît d'Ice Cube. Et il faut savoir que Mack 10 est aussi comme ça. Il est très arrogant aussi. WC, c'est un OG, manque de gang. Et c'était beau parce que Mack 10, c'est un Crips. Non, Mack 10 c'est un Blood, pardon. WC c'est un Crips et ils étaient réunis et c'était aussi ça. West Side Connect Game, c'est comme ça qu'il s'appelait. C'était pour dire que voilà, c'était les gangs qui étaient connectés ensemble, des Bloods et des Crips. Et voilà, Ice Cube lui venait d'un quartier Crips. Donc voilà, ils ont sorti vraiment cet album-là. Vraiment, il y a un morceau qui s'appelle Fuck All the Critics. Et où il parle de toute cette mauvaise presse new-yorkaise, où quand les gens qui sont pas de New York viennent faire des concerts, comment ils peuvent être hués et tout. Après, les mecs de la West Coast,
ils ont vécu ça assez tôt et ça y est, ils commençaient à être acceptés, notamment avec Death Row qui vendait énormément de disques. Mais après, c'est devenu le Sud. Moi, j'ai vu des vidéos de Cash Money qui déboulent à New York, ils sont hués, tout ça. Tous les gens qui étaient pas de New York, ils ont vécu la même chose. Donc, du coup, l'album a cartonné, surtout en dehors de New York, dans tout le reste du pays. Et voilà, encore un nouveau succès d'Ice Cube. Et l'album était surtout très bien. Ils ont fait un deuxième album qui était un peu moins bien. Mais voilà, en tout cas, ça cartonnait. Et du coup, WC en solo avait ses trucs. Mack 10 en solo marchait. Il a monté son label qui s'appelle Ubangin, où il a produit énormément de gens. Aujourd'hui, malheureusement, Ice Cube et Mack 10 sont en embrouille. Ils ont toujours pas fait la paix. Et c'est ce qui fait qu'il y a toujours pas de suite de West Side Connection. J'espère qu'un jour ça reviendra. En tout cas, WC, lui, il est toujours avec Ice Cube. Il est souvent sur scène avec lui. Mais voilà. En tout cas, West Side Connection, c'est vraiment le fruit d'un ras-le-bol des médias new-yorkais, on va dire. Maintenant, j'aimerais qu'on parle de Ice Cube, le producteur, parce que finalement, c'est pas un mec qui a été super voyant comme Dr. Dre ou Puff Daddy ou Jay-Z en termes de producteur, mais il a produit beaucoup de choses. A commencé par... donc il a son label le Lynch Mob, mais il y a un groupe qui s'appelle Lynch Mob. Il a produit 2 albums de ce groupe-là, même si sur le deuxième album, le rappeur principal n'était plus le même parce que le premier était parti en prison. Ça arrive, on les remplace. Et d'ailleurs, il l'a remplacé par un mec du duo Yomo et Molky qui était signé chez Ruthless à l'époque. Donc tout se rejoint à chaque fois. Le premier album était incroyable. Il y a de très bons morceaux sur le deuxième. Mais le premier album était incroyable. Il y a le morceau Freedom Got and AK, la liberté d'avoir des flingues, notamment des AK-47. Il y avait Fuck All Your Heroes, Buck the Devil. En gros, ils expliquaient qu'en tant que noir, tous les héros blancs ne leur parlaient pas et qu'il serait temps qu'il y ait des héros noirs. Donc ils disaient on encule tous vos héros. Donc ils y allaient franchement. Et surtout il y a le morceau avec lequel j'ai découvert cet album de Lynch Mob. Comme je disais, j'étais un privilégié, j'avais MTV, donc il y avait le clip du premier single et là je vois un truc incroyable. Alors là, à la fin de l'émission, je vous invite tous à aller voir ce clip. Faut savoir que au moment où il y a cet album qui sort, il y a un film qui est sorti au cinéma qui s'appelle Gorille dans la brume. Gorillas in the Mist. Ok? Et eux, ils font Guerrillas in the Mist, la guérilla dans la brume. Et par contre, ils sont dans la jungle, mais ils sont en mode guerriero avec la peinture, tout ça. Et j'avais rarement vu autant de violence au niveau de l'énergie. Les mecs crient de ça. C'était incroyable. Ice Cube, il rappe dedans des couplets de dingue. Les autres membres du Lynch Mob, il faut voir le clip. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais traumatisé. Je l'avais enregistré sur ma cassette vidéo magnétoscope. On regardait ça tout le temps avec mon frère. C'était la folie. J'ai acheté l'album, j'ai pas été déçu. Il y avait toute cette violence, toute cette haine, tout ça. C'était beau. C'était beau. Je vous invite à aller voir le clip Guerrillas in the Mist. Voilà, de toute façon, on va écouter le morceau juste après. Et il a produit énormément de gens. Il a produit KD en solo. Il a produit un groupe qui s'appelle Caution. Et jusqu'à ce qu'ils produisent Mack 10. Mack 10, c'est un mec d'Inglewood. Faut savoir que là-bas, il y avait aucun héros qui venait d'Inglewood au niveau du rap. Personne n'avait réussi à faire des disques de platine ou machin. Et Ice Cube produit Mack 10, qui fait disque d'or et qui lui-même, du coup, produira beaucoup de gens. Et pour la petite anecdote qui a été racontée, il me semble, dans la sauce par notre ami Nicolas, Mack 10 serait la première personne à avoir eu Justin Bieber en face de lui et qui voulait produire Justin Bieber. Mais il faut savoir que Mack 10, il a toujours produit que du gangsta rap. Et lui, c'est un gangsta rappeur. Et voilà, et quand on écoute sa musique et qu'on le voit, voilà, c'est un blood, tout ça, on le comprend. Et il serait venu devant les parents de Justin Bieber avec une mallette remplie de billets en disant « Je veux signer votre fils, il est très fort ». Les parents ont flippé. Ils ont fui tout de suite. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas signé chez lui. Ils ont fini par signer chez Usher. Et finalement, ils ont eu raison parce que ce serait mal passé. Je ne vois pas Mack 10 bien produire Justin Bieber. C'était pas pour lui. Mais l'histoire me fait énormément rire. Il vient avec du liquide, le mec. Une mallette. Voilà, c'est pour vous. Je veux votre fils. Il est complètement fou. En tout cas, voilà. Il a produit énormément d'artistes comme ça. Il continue. Il y a des gens comme Young Melee, même s'il n'a pas sorti d'album. Il y avait Cam, on en a parlé tout à l'heure, son cousin, Solo. Bref, il a toujours produit énormément d'artistes, toujours poussé énormément d'artistes. Donc voilà.
Alors en gros, pour terminer l'émission, je voulais juste dire que Ice Cube, c'est un mec aujourd'hui qui fait énormément d'argent avec le cinéma. Il produit énormément de films. Tout à l'heure, je vous parlais de Barbershop, un film qu'il produit dans lequel il joue et il participe aussi à la réalisation. Il avait fait l'équivalent qui s'appelle Body Shop, parce que pour les hommes, on dit barber, la barbe et tout, mais pour les femmes, on va pas parler de barbe. Donc on appelle ça le magasin de beauté, Body Shop, et il a fait l'équivalent où c'est Queen Latifah qui joue dedans, qui joue un peu son rôle à lui. Et voilà, il produit énormément de choses, même s'il joue pas dedans, et il continue à faire de l'argent. Et je me souviens d'un concert où il était au Zénith. Il était venu ce concert-là, c'était un gros concert West Coast au Zénith. Il y avait le Dog Pound, il y avait Too Short. Je dois oublier quelqu'un d'autre. En tout cas, il y avait Ice Cube avec WC. Et ce jour-là, il a dit clairement au micro, je m'en fous. J'ai mon argent d'Hollywood. L'industrie du cinéma me paye très bien aujourd'hui. Moi, je rappe parce que j'aime ça. Et je le fais en totale indépendance. Il faut savoir que tout doucement, plus on avançait et plus il était indépendant chez indépendant. Je m'explique. Il y a la majorité des gens qui sont indépendants, ils ont souvent une major au moins pour distribuer leurs albums. Lui, il en est arrivé au stade où même la maison de distribution, il l'a créée, c'était Lench Mob Distribution. Et l'album Love Now, Cry Later, je crois que c'est ça, c'est dans cet ordre-là. Il l'a sorti comme ça. Il n'y a que pour l'étranger, il avait un deal avec Virgin parce qu'il ne pouvait pas arroser le reste du monde. Mais aux États-Unis, c'était sur sa boîte de distribution. Il faisait tout. Il produisait, il éditait, il distribuait. Il faisait tout lui-même et il prenait l'argent directement dans sa poche. Même pas besoin de faire disque d'or à la base. Bon, avec lui, ça le faisait quand même. Mais voilà, du coup, il prenait encore énormément d'argent. Il partait en tournée dans le monde. Il prenait encore énormément d'argent. Mais lui, il disait, je m'amuse, moi, avec la musique aujourd'hui. Et il a sorti donc cet album-là. Il a sorti derrière Raw Footage. Où il y avait Gangsta Rap Made Me Do It, qui était un morceau incroyable, où il parlait de ces gens qui disaient que le gangsta rap influençait tous les mots du monde, alors qu'il disait faut arrêter. Avant le gangsta rap, les gens faisaient déjà n'importe quoi. Donc il a continué à sortir des albums et jusqu'à cet album qui s'appelle I Am The West, album incroyable et dont on va écouter un morceau d'ailleurs pour terminer l'émission. Donc voilà, c'est pour dire qu'aujourd'hui Ice Cube, il est tranquille, il fait son cinéma. Quand il a envie de faire un disque, il fait un disque. Il a sorti une réédition de l'album Death Certificate. Il a fait 2-3 inédits. Il en a fait un clip et tout ça. Voilà, quand il a envie de rapper, il rappe. Mais sinon, son argent est dans le cinéma. Donc voilà. Une petite vie tranquille, il a ses enfants, il a deux fils qui rappent, un qui fait du cinéma aussi, qui joue le propre rôle d'Ice Cube dans le film Straight Outta Compton, et qui est plutôt doué pour le rap et doué pour le cinéma. D'ailleurs, les petits bruits de couloir disaient que la famille Kardashian avait des vues sur le fils qui jouait, et lui directement il s'est mis devant, venez même pas jouer ici. Ouais, parce que la rumeur dit que tous les gens qui rentrent dans la famille Kardashian deviennent un peu tarés. Bref, on fera un roule avec Driver spécial Kim Kardashian. Je rigole. Hein.